sociologie de la délinquance. Deuxième partie, on était resté au fait que la délinquance se définit par rapport à la loi. C'est-à-dire que la délinquance ne représente qu'un aspect de la déviance. Regardez bien le schéma. Ce qui est en jaune, ce sont les normes sociales, qui ne correspondent pas à des normes juridiques. Par exemple, manger avec des couverts. Personne ne va vous dire effectivement qu'il faut manger avec des couverts. Dans la loi. En orange, deuxièmement, les normes sociales qui correspondent à des normes juridiques. Comme par exemple le respect de la propriété privée. On est bien d'accord que ce soit dans la loi ou sur les normes sociales, tout le monde respecte la propriété privée. C'est rentré vraiment dans les mœurs en quelque sorte. Et troisièmement, en rose, normes juridiques qui ne correspondent pas à des normes sociales. Donc, quelque part, elles sont imposées sans qu'il y ait une véritable tradition derrière. Et donc, si on regarde ça, vous dites par exemple les crimes qui relèvent d'une juridiction pénale et qui sont passibles de lourdes sanctions, plus de 10 ans ou 75 000 € d'amende. Les crimes sont jugés en cour d'assises, assassinat, viol avec violence. Ça, c'est bien la délinquance. Là, on est clair qu'on est plus en matière de déviance. Donc, on comprend tout de suite que quand on parle de crime, on parle d'abord, en tout cas, de normes juridiques qui ne correspondent pas nécessairement à des normes sociales. C'est-à-dire tout ce qui est en rose. Clair? Tout ce qui est en rose, c'est crime, délit, contravention, parfois même incivilité, mais voilà, qui ne sont pas nécessairement des normes sociales. Parce qu'elles sont tout simplement prévues par un texte de loi, une loi pénale le plus souvent, et qui donc doivent être punies, le cas échéant, si elles contreviennent à la norme sociale. Les délits, on connaît bien, qui relèvent des tribunaux correctionnels, dont les peines sont plus légères, moins de 10 ans de prison, plus de 3 750 € d'amende, concernent des faits moins graves, évidemment, recel, vol, rix par exemple. Les contraventions, troisièmement, qui relèvent des tribunaux de police ou des juridictions de proximité et dont les peines sont les moins graves, moins de 1 500 € d'amende, elles concernent évidemment des éléments encore moins graves, tels que les injures, menaces, non-respect du code de la route, mais tout est relatif, en tout cas d'un point de vue psychologique ou social même, puisque une injure peut être dévastatrice pour quelqu'un, bien plus qu'avoir un accident de la route, bien plus que peut-être une agression au couteau. Parfois il y a des menaces verbales, ou des chantages affectifs, ou des violences sexuelles non consommées quelque part, qui peuvent être tout aussi graves que ceux qui sont consommés, vraiment criminels, terroristes, gravissimes d'un point de vue social. Donc il faut relativiser malgré tout. Et quant aux incivilités, eh bien, elles sont des actes qui dérangent la vie quotidienne. Qu'est-ce qui peut déranger la vie quotidienne? Par exemple, jeter la poubelle dans la rue. Jeter les poubelles dans la rue. Exact. Exact. Autre incivilité. Tu es au bas d'un immeuble et puis il y a des jeunes qui se réunissent et puis ils font du bruit, ils montent leur territoire et là tu veux rentrer chez toi tranquille et puis tu te sens pas bien. Les brebis et tout, Voilà. Toi tu dirais quoi? Imagine qu'il est en face de toi, alors quand tu rentres le soir il n'y a que des prostituées. Ah, c'est la vie. Non mais c'est un heureux hasard évidemment. Et donc là il se passe quoi? Bah t'as du mal à rentrer chez toi. T'as envie de rester sur le trottoir ou t'as envie de rentrer chez toi? Si tu restes, tu prends le risque de. Quand te prends aussi pour. En tout cas, c'est une incivilité. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, sincèrement? Je rentre chez moi. Et c'est. En quoi ça te dérange d'avoir des prostituées au bas de ton immeuble? Enfin, si, ça te dérange, bien sûr, parce que là, apparemment, il semble qu'il y a un doute là-dessus. Ça te dérange que les prostituées au bas de chez toi? J'ai déjà vécu un cas aussi la dernière fois, hier. Oui, non, mais déjà, oui, non, excuse-moi. Oui. Oui, pourquoi ça te dérange? Parce que c'est, je sais pas, un environnement assez particulier.
que tu dirais, toi, si tu es dans une prostituée en bas chez toi? Est-ce que c'est une incivilité, ça te dérange? Oui, ça me dérange. Pourquoi? C'est comme un manque de respect en fait. Pour qui? Pour elle, pour toi, pour le quartier, pour les voisins, pour qui? Pour nous, en fait, les habitants du quartier, en premier lieu. Le respect, tout ça. Il y a des places réservées pour ce genre. Oui. Et qui sait? Il faut rester gentil. Si elles viennent toujours au bas de votre immeuble, les gens pourraient penser quoi au bout d'un moment? Bordel. Bah oui, que cet immeuble c'est un bordel. C'est sûrement- qu'elle tapine sur le trottoir, mais après elle couche dans l'immeuble. Alors il y a qui dans l'immeuble? Bah que des clients, que des gens pas bien, etc. Vous faites partie de l'immeuble. Donc en fait, on porte la atteinte à votre image. Des mauvaises répétitions. Voilà. Des meubles, tout ça. Tu vois, là ça me dérange. Là. Il y aura des problèmes même plus tard. Par exemple. Avec Par les exemple. clients, Très bien, excellent. Et donc, dans cette dimension de l'incivilité qui dérange la vie quotidienne, eh bien, certaines sont sanctionnées par la loi, sous la forme de contraventions, distribuées par le tribunal de police, par exemple, tapage nocturne. Non-respect du passage des piétons. Vous êtes devant le passage piéton, et puis là, vous savez, il y a des mamies qui sont comme ça, des mamies qui se présentent, qui attendent gentiment que les gens les laissent passer, parce que... Mais oui, non. Au bout d'un moment, il y a un policier déjà vous rangez, là, on va faire une petite contravention, là, puis mamie, allez hop, mamie, on y va. Oui, bien sûr, c'est une contravention. C'est dingue, parce que c'est vrai qu'au Maroc, en Algérie, qu'un policier donne une contravention à un type qui ne laisse pas passer quelqu'un sur un passage piéton, j'ai pas vu, j'ai jamais vu, mais je demande à voir. Non, chez nous, il y a. Non. Ce genre de cas, il y a le respect, par exemple. On laisse, Voilà, en fait, les gens vont s'arrêter. Donc il n'y a pas besoin de contravention. La culture et la tradition sera plus forte que la loi. Pas besoin de loi. Parce que la tradition, c'est. Je te parle de la suite et je parle pas de côté de la loi. Ah oui, donc. Ça dépend, il y a des cas. Ouais. Ça dépend. Même ici, ici en France, non, parce que c'est la loi exagérée. C'est. Voilà. T'as failli dire la loi exagérée. Ouais, c'est ce qui a pris au dernier moment. Non, mais c'est très vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand vous avez vécu d'où vous venez, et que vous avez été habitué à voir les choses telles que vous les voyez, vous avez le prisme, c'est la vision. Le prisme est la vision, d'une certaine manière, des choses. Donc, ça peut te paraître comparativement exagéré, par exemple. Mais d'un point de vue français, d'un point de vue allemand, d'un point de vue autre, en tout cas, où le curseur serait même encore plus élevé que chez nous, où la liberté est quand même relativement forte, eh bien, on se dirait, ouais, vraiment, c'est léger leur truc. On devrait arrêter les types et le mettre à la prison. Il n'a pas laissé passer de la nuit. Putain, mais torture. C'est pas cette culture, passage piéton. Voilà. Non, par exemple, dans le cas, le passage piéton, par exemple, chez nous, il n'y a pas toujours les feux et tout ça. Parce qu'il y a des chemins, il n'y a pas de feux. Mais tant qu'un véhicule voit et quelqu'un va passer, c'est normal. Voilà, mais ici en France, chaque passage piéton, il y a des feux. Alors, ça dépend aussi. Si les gens vont dire oh, c'est programmé. C'est programmé. C'est programmé. On est automatisé. C'est programmé. Les automates. C'est programmé. Voilà. Organisation, Très bien. quelque chose de... Je rajouterais quand même que même si vous laissez gentiment la priorité à ceux qui ont envie de passer, ça dépend quand même de l'heure à laquelle elle passe. Pourquoi? Parce que quand vous êtes au centre-ville de n'importe quelle ville et que vous êtes dans le fait d'aller au travail, d'être un peu pressé, aux heures de pointe, excusez-moi, c'est moins valable cette histoire-là. D'accord? Toujours est-il que d'autres incivilités ne sont pas du domaine de la loi, mais du simple respect des autres. Comme par exemple la sonnerie du portable au cinéma.
Ah, il y a même mieux en ce moment, c'est les pop-corn. Les gens, ils achètent des pop-corn. Tu regardes, alors t'as soi-disant, tu sais, la haute définition, le surround, la super, là. Mais t'entends des marmottes, des hamsters autour de toi. Tu vois? Et donc, c'est un peu gênant. Bon, donc c'est vrai. Mais il y en a parfois qui font la mort au cinéma, il y en a d'autres qui font, je sais pas, qui dorment, mais qui dorment tellement que... qui rompent au cinéma. On peut tout avoir, vraiment. Il y a ceux qui sont vraiment des petits cochons, hein, c'est-à-dire, ils mangent... Bonjour ensuite pour le ménage de ceux qui... il y a une moquette aussi, ça aide pas, ça. Si c'était du carrelage, ça aiderait, mais vraiment, en général, c'est plutôt ambiance moquette au sol, donc ça accroche. C'est... Bon, voilà, c'est comme ça. Est-ce que vous feriez ça chez vous? Ça va être sympa d'avoir votre chez vous, hein. Ça dépend, parce que les gestes là et les actions là, à savoir l'éducation de la personne. Bien sûr, bien sûr. Il y a des choses. Là, je prends juste le cas de celui qui le fait. Voilà, voilà, celui qui le fait. Ouais, bien sûr. Je ne peux pas faire, voilà, c'est clair. Conscience de... C'est très bien. C'est très bien. Quand je voyais des messieurs hier dans le RER, quand j'avais pris le train ce matin, enfin, il y avait une personne âgée qui avait mis un film, je sais pas quoi, et qui avec un son augmenté surtout. Qui regardait, oui. Ouais, elle était peut-être sourde, mais elle ne se rendait pas compte que. Voilà. Ouais, elle polluait toute la rame. Ouais, tout le monde était génial, là, tu le constates. Tu sais, parfois il y a aussi des gens qui font la musique. Hein. Ouais, parfois ils le mettent aussi. Donc là, toute la rame est polluée par la musique. Parfois c'est gentil. Hein. D'un côté, ça fait une belle ambiance. Parfois t'as l'impression de. Fait l'ambiance rock'n'roll où il sature sa baffe. Oui, donc non, mais en dehors de ces exceptions, je reconnais. Moi aussi, j'ai pas dit. véritable. En tout cas, on a compris l'idée. C'était avec quelqu'un qui, moi, je sais pas comment dire, pareil, le chewing-gum. Tu vois, il y a des gens qui rentrent aussi dans les métros et qui. J'étais obligé de se lever, c'est dérangeant, oui. de se déplacer. Alors là, c'est la limite, vous voyez, on peut discuter cette histoire de dérangement odorant. C'est-à-dire, d'un côté, c'est une personne humaine, elle n'a probablement pas la possibilité de se laver, si c'est bien cela. Voilà, vous lui devez le respect et faire avec, malgré tout, dans l'absolu. Mais d'un autre côté, dans la société normale, quand tu rentres dans un endroit public et que vraiment ça pue, voilà, c'est quand même dur de tolérer, c'est dur de vraiment faire avec, quoi. Donc, est-ce que c'est une incivilité? Voilà, ça devient une incivilité lorsque la personne peut-être pouvait se laver et ne sait pas laver. Mais c'est peut-être pas une incivilité au sens propre du terme, en tout cas, et quand je dis propre, c'est pas un jeu de mots, c'est parce que, voilà, elle était dans l'incapacité totale de vraiment se rendre propre la journée où on pourrait le constater comme ça. En tout cas, ces incivilités peuvent être plus dérangeantes qu'un crime, car elles dégradent les conditions de vie de tous et créent un sentiment d'insécurité imaginaire ou réel. Waouh! Alors là, on rentre dans le lien psychosocial, le sentiment d'insécurité. Lorsque, je répète, vous voyez prostituée au bas de votre immeuble, vous pouvez ressentir que ce n'est pas un quartier super. Lorsque l'étudiante, elle vient, elle arrive au 3e étage, elle va se dire, ah, ouais, c'est pas mal. Est-ce qu'à un moment donné, vous rentrez dans un commissariat de police, vous regardez les policiers, vous voyez tout de suite si ils sont plutôt bien alliés, ils sont plutôt cordiaux, ils sont plutôt attentifs. Ou alors, vous fait chier, vous regardez déjà avec des yeux de quoi oui, c'est un l'environnement. Bon, ça vient de psychosocial, je répète, parce que l'environnement n'est déjà pas favorable, donne une tonalité un peu dérangeante, telle que les incivilités, mais en plus, vous y rajoutez une couche
avec votre ressenti psychologique très individuel, très personnel, de ce que vous voyez confronté à l'environnement. Sentiment d'insécurité. Ça, c'est lourd, parce que ça peut être des dérangements imaginaires. Une personne, par exemple, qui était traumatisée par un voleur, qui était habillé comme ça, qui était de couleur noire, un homme de couleur, et tout à coup, elle rentre maintenant traumatisée par ce qu'elle est, tout va bien, mais il y a dans son quartier de plus en plus de noirs qui débarquent. Elle croise des noirs, elle sort, noir, merde, putain, il y en a encore un qui va me dévaliser, il va me voler. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas fait le deuil de son histoire, elle reste traumatisée, fixée là-dedans, donc tout ce qui lui rappelle ce qu'elle a vécu pose problème dans son ressenti, sentiment d'insécurité. Donc il faut aider les gens à aller mieux psychologiquement, ça aidera aussi au plan de la sociologie. Alors, vous voyez, ça c'est très intéressant ce tableau parce qu'on y est dit la délinquance. Dans ses composants, par exemple, crimes et délits. Très bien. Par exemple, vente de cannabis. Bon, c'est clair. Deuxième colonne, incivilité infractionnelle. Donc, par exemple, les contraventions et l'excès de vitesse. Bon, pourquoi on l'a appelé incivilité? Parce que ça dérange les gens au quotidien, mais ça peut être qualifié aussi comme une infraction. Les gens, par exemple, qui crissent des pneus. Ou alors, tout simplement, à un moment donné, il y a quelqu'un qui n'avance pas assez vite à un feu. Il était en train de rêver, en train de... Et l'autre, il dit, putain, je suis en retard à mon travail. Donc il dit, tu m'as avancé, ça m'a pris. Et à un moment donné, il n'avance pas, alors il le contourne. Et puis il fait bien sûr s'écrisser ses pneus, il accélère, vous voyez, énervé, et puis, connard, fais chier, en passant donc devant lui. Ça, c'est une incivilité. Alors, si vraiment il a, en accélérant, contrevenu à la législation du code de la route, il sera arrêté par quelqu'un. Mais en général, voilà, s'il a fait qu'accélérer, il n'y a pas d'infraction. Il accélère quand il ralentit, ou il reprend la circulation normale, on va dire. C'est juste le coup de moment de l'énervement. Là, on est uniquement dans l'incivilité. Mais, elle peut devenir infractionnelle si on est dans la case du code de la route non respecté. Enfin, il y a des incivilités non infractionnelles, troisième cas, où il n'y a pas de sanction juridique, comme par exemple cracher par terre. Alors, si on te crache dans la figure, là oui. Oh, là, ça va pas. Bon. Mais si c'est par terre, juste à côté de toi, ça passe. Ça passe. Faut voir, justement, c'est là le comportement. C'est pourquoi il l'a fait. Et tu sens, voilà, c'est juste. Peut-être là, c'était pas toi. Mais si personne se rapproche de toi, rapproche de toi, mais. Là, c'est autre chose, tu vois. Si tu te sens concerné, forcément, c'était une façon de. Voilà. Donc, faut voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il existe des crachats non infractionnels. Non justifié. Voilà, non, et puis l'autre versant, bien sûr, c'est non justifié qui devient un petit peu contraventionnel. Donc tout ça est affaire de circonstances, là encore, la sociologie de la délinquance joue beaucoup. Le contexte. C'est ainsi que les normes juridiques répondent à une demande sociale d'institutionnalisation d'une règle. C'est-à-dire, elles visent à légitimer des normes sociales pour être en adéquation avec les mœurs. Est-ce que, je répète, cracher, c'est pour vous porter atteinte? Donc si c'est vraiment vous porter atteinte, c'est comme si on vous avait craché la figure, en fait. Vous l'avez juste à côté, mais en fait, c'était vous qui étiez concerné. Bon, c'est peut-être moins grave, ok, mais ça reste quand même, on voit bien la connexion entre les mœurs qui disent tu fais jamais ça, et l'autre qui dit à partir du moment où tu as voulu porter atteinte à quelqu'un, c'est comme si tu avais fait un délit, quoi. Bon, donc la connexion, elle est évidente dans ces cas-là. L'évolution des lois sur le divorce ou sur l'homosexualité répond donc à une évolution des modes de vie au sein des sociétés modernes. Oui, alors d'abord certains textes religieux, l'homosexualité c'est péché, abomination. Puis ensuite il y a le moment où l'homosexualité, tant qu'elle n'est pas reconnue dans la loi, on va se marier, c'est mis de côté, c'est un peu marginalisé pour ne pas dire discriminé. Et puis ensuite vient le moment où le mariage pour tous, François Hollande
et compagnie. Et donc là, on peut se marier dès lors que les communes acceptent de marier dans ces conditions. Et là, qu'est-ce que vous voulez reprocher dans le cadre de la loi? Mais il y aura toujours cette histoire de mœurs qui traînera. Est-ce que vraiment c'est bien? Voilà. On voit très très bien dans cet exemple-là que l'homosexualité, même en France, n'est pas vraiment en adéquation, pour l'instant, dans l'état actuel de notre société, entre la loi et les mœurs. Voilà. C'est-à-dire que, je vous dirais par exemple, vous violez votre enfant, on viole votre enfant, inceste ou pédophile, 30 ans de prison. Ça, je crois que les mœurs seront à peu près, vous voyez, en adéquation entre c'est pas bien de le faire moralement et la loi prévoit une forte peine. Ça va, ça passe. Mais là vous dites, mœurs, l'homosexualité, diront certains. Oh. Et là, mariage pour tous. Alléluia. Oh. Et légalisation, et pas de problème, et c'est la loi, donc on doit la respecter. Voilà, il y aura des gens pour vous dire, non, d'un côté, moi je veux bien, j'entends bien la loi, mais je la trouve pas vraiment, voilà. Quand je suis allé à l'étranger, je ne pouvais même pas imaginer le nombre de personnes, ou de représentants d'État même, qui m'ont parlé de ce mariage pour tous. Ils se sont dit même, mais qu'est-ce qui vous arrive les Français? C'est-à-dire, mais qu'est-ce qui va... Voilà, il y a un moment donné, il va très très loin, là, quand même, là. Il marchait sur la tête pour certains même. En tout cas, donc voilà, ça heurtait les sensibilités religieuses ou sociales de certains pays, en tout cas. Le mariage pour tous. Je n'ai pas compris exactement. Qu'est-ce que tu l'as pas compris? Masculin avec Oui, masculin avec masculin, féminin avec féminin, travesti avec travesti, transsexuel avec transsexuel. Les deux, ça va être mineur avec mineur. Non, il ne faut pas mettre un doute. Il faut pas mettre un doute. Donc, et qu'on s'entend. D'accord? Et ça, c'est bien, c'est pas bien? Alors, c'est en France, la France a légalisé le mariage pour tous. Voilà, l'homosexualité est donc légalisée. C'est-à-dire que tu peux te marier avec un homme, tu peux te marier avec une femme. Moi, en fait, j'ai vu comment dire, je sais pas, une femme a marié avec un chien. Ah, c'est une autre histoire, c'est impossible, c'est pas légalisé ça. Non, c'est pas légalisé ça. Oui, non, c'est pas légalisé en France en tout cas. Pas en France, c'est une réalité. Je pense pas qu'on puisse le faire au Canada. C'est en Inde, je pense. Si vous considérez le panda comme un personnage sacré, vous mariez avec un chien qui est sacré, là on peut comprendre. J'ai lu l'histoire, il faut savoir, il faut chercher à comprendre. Il n'a pas marié comme. Oui, c'est ça, c'est quelque chose culturel, oui. Une espèce d'alliance peut-être spirituelle. Il y a un amour entre. Il a aimé. Je comprends comment. Oui, pas un mariage véritable. Voilà. D'accord, je comprends. Non, mais c'est super intéressant, là. Il faut vraiment des spécialistes de la culture. Parce qu'il y a vraiment des choses parfois qui sortent complètement de l'ordinaire par rapport à nos conventions, aux habitudes, c'est sûr. Ça va? Donc évidemment que la norme juridique, la loi, a d'autant plus de poids qu'elle est convergente avec la norme socialement admise. Voilà. Donc il faut évidemment que finalement l'état d'esprit soit compatible avec la loi. On dit, voilà, finalement, si on pèse sur les 80 km/h aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas prêt. Mentalement, il y a quelque chose qui ne passe pas encore. Si à un moment donné, on se dit, par contre, avec les histoires de harcèlement sexuel, il faudrait une loi finalement qui interdise quelque part ce harcèlement ou qui le renforce, je crois que tout le monde sera à peu près d'accord. D'ailleurs que le curseur est plutôt bien amené, bien géré. Voilà, des choses comme ça. Par exemple, on a été tous à dire que les hommes politiques devaient être vraiment loi sur la moralisation de la vie publique, c'est-à-dire que ceux qui sont nos gouvernants, nos représentants d'État, doivent être évidemment sans casier judiciaire, sans casserole derrière eux autant que faire se peut, et avoir eu une attitude sociale, civile, quasi irréprochable. Personne ne peut être totalement irréprochable, mais en tout cas, que ce soit vérifié. Et donc, c'est le cas. Aujourd'hui, c'est le cas. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Personne va dire, effectivement, on va mettre Berlusconi à la tête de l'État français. Ça, je crois que non. Il y a des choses comme ça. D'ailleurs, qu'il y a un profil social ou psychologique dérangeant, peut-être même controversé, alors on n'est pas forcément
l'admission ou l'adéquation, en tout cas, de la norme sociale et de la norme juridique. Déviance et délinquance supposant un contrôle social. En fait, la sociologie de la déviance ne se réduit pas à l'étude de la délinquance, mais recouvre aussi des comportements plus larges, tels que l'alcoolisme. C'est-à-dire, on est plus maintenant sur le terrain du risque. Quand on est dans la déviance, c'est des comportements risqués, qui risquent ou qui amènent une certaine dangerosité, un danger par rapport à soi ou les autres. Et donc là, quelque part, l'infraction n'a pas encore été vraiment commise, mais le comportement est sur un terrain miné ou un terrain dangereux, effectivement, duquel il se peut qu'une infraction soit facilitée ou plus rapidement concrétisée. Donc, partant de là, la toxicomanie aussi, le suicide, la sanction des comportements déviants, donc, permet de s'assurer de l'effectivité de la norme et d'en cerner les contrôles. La déviance exigeant le contrôle social. Donc c'est quoi le contrôle social? C'est l'ensemble des moyens dont dispose une société pour amener ses membres à se conformer aux normes et aux valeurs afin de maintenir l'ordre social. Donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais on va essayer effectivement d'y apporter des vraies réponses. Par exemple, la socialisation est un de ces moyens. Qu'est-ce que c'est que la socialisation? C'est le processus par lequel un individu apprend et intériorise tout au long de sa vie les normes et les valeurs en vigueur dans la société. Donc si un individu est bien régulé, il a intériorisé les normes et les valeurs de sa société, il va adopter un comportement conforme par un simple contrôle social interne. C'est-à-dire que c'est lui-même qui s'impose d'appliquer la loi. Contrôle social interne. Intériorisé en quelque sorte. Il s'autocontrôle. La marche à pied, le fait de se tenir assis en cours, s'habiller, résulte de ce processus d'apprentissage. Voilà. Quelque part, on devrait tous avoir acquis ces normes. Quand vous dites, tu demandes quelque chose à quelqu'un, s'il te plaît. Une fois qu'il t'a donné quelque chose, merci. Une fois, donc, effectivement, que tu as fait une faute, pardonne-moi. Une fois que, effectivement, tu es tu vas au travail, tu es habillé, bien habillé et propre. À un moment donné, tu cherches effectivement à progresser, tu fais une candidature. Tout est socialisé. Voilà. Et on dit aussi que l'enfant qui rentre à l'école, maternelle, primaire, etc., qui fait ses premiers balbutiements avec les autres, qui part finalement d'une situation où il était avec père et mère, peut-être frère et sœur, en tout cas une famille assez réduite, avec des habitudes, beaucoup d'affection, beaucoup de rituels. Et là, il va donc quitter son milieu familial pour apprendre à vivre autrement avec les autres, mais avec des règles communes néanmoins, à l'école, qui peuvent être d'ailleurs communes aussi à la famille, pourquoi pas, mais dans la socialisation avec les autres. Se socialiser, ça veut dire être sociable, être lié aux autres, autres que sa famille, mais dans le respect des normes dans lesquelles on vit. Et donc, si on est jeune, si on a bien intégré ces valeurs, il n'y a pas de raison que devenu adulte, on ne les respecte pas. Une bonne éducation, évidemment, à l'école aussi, joue considérablement dans l'acquisition de ces normes. Les sanctions sont une autre façon d'obtenir, avec la socialisation, que l'individu se conforme aux normes sociales, on l'a dit. Dans ce cas, on a affaire à un contrôle social externe. Ce n'est pas la personne elle-même qui s'auto-régule, ou qui ne fait qu'appliquer ce qu'elle a vraiment acquis durant des années, mais c'est quelqu'un d'autre, le policier, le juge, l'employeur, les autres, qui le rappellent à l'ordre sur ce qu'il ne doit pas faire. Ainsi, il peut y avoir plusieurs personnes ou institutions régulatrices. Alors, regardez ce petit schéma qui est très très bien, aussi encore une fois. Dans le contrôle social formel, c'est vraiment qui s'exprime formellement, de manière très expressive, démonstrative. Il y a les agents du contrôle social. Quels sont les agents du contrôle social qui, à l'extérieur de nous, qui interviennent? Église, police, justice, entreprise, et pourrait-on rajouter grande école. C'est-à-dire toutes les personnes qui ont un rôle à jouer dans le rappel des bonnes manières ou des interdictions à ne pas franchir. Les types de sanctions alors sont négatives ou positives. Par exemple, amende, médaille. Si c'est positif, en disant tu as bien fait, tu as ta récompense, ta carotte, ton trophée, ton bonus, tes stock options. Oui, il y a toujours quelque chose. Mais si c'est un contrôle social formel négatif, avec des sanctions négatives, alors ça pourrait être des amendes. Ou alors retrait de points. Par exemple, il est arrivé aussi dans des copies de mettre -2. Parce que vraiment, il y avait une tonne
de fautes d'orthographe. Quand à chaque mot il y a quasiment une faute d'orthographe, là, bon. D'ailleurs, sur une phrase, il faut relire la phrase 2-3 fois pour comprendre, après avoir fait les corrections sur chacun des mots. Donc c'est évidemment à la fois laborieux, c'est pas sérieux, c'est pas au niveau académique requis, et puis ça nuit évidemment à la crédibilité ou même parfois à la compréhension du devoir. Donc c'est important aussi d'appliquer ces sanctions au cas échéant. Il existe ensuite le contrôle social informel. Les agents du contrôle social dans ce cadre sont amis, parents, voisins, pères, ses pairs, bien évidemment ses camarades, etc., etc. Donc dans ce cas-là, une type de sanction par des amis, parents, voisins de type négatif serait un blâme, une moquerie, une façon de rejeter ou les autres en disant vraiment, c'est pas bien ce que tu as fait là, mais t'es nul, quelle honte. Et ensuite, le type de sanction positive, ce serait un grand sourire, des cadeaux, le fait effectivement d'avoir plus d'alliance familiale par exemple, à passer des soirées ensemble, à toujours penser à vous inviter lors de ces réunions de famille, plutôt que de vous exclure, ou vous poser la question, est-ce qu'on l'a invité ou on va pas l'inviter, parce qu'à chaque fois il y aura un problème, etc. Donc si effectivement vous êtes plutôt à aspirer confiance et à aspirer jovialité auprès de vos proches, alors ces proches auront sans doute des comportements positifs à votre endroit, qui iront dans le sens d'un contrôle social positif. Ça va ? Donc tout ceci est expliqué, hein, j'y reviens pas après, on l'a bien mis. Les sanctions positives approuvant et encourageant la conduite conforme, alors récompensant, valorisant l'individu, les bonnes notes, les médailles, le cadeau, etc. Les sanctions négatives qui visent à réprouver et à empêcher la transgression des normes en punissant les individus qui contreviennent aux règles, contravention, moquerie, et certaines de ces sanctions sont répressives, destinées donc à punir le talion, œil pour œil, dent pour dent, en tout cas d'un point de vue plus familial, et d'autres sont réparatrices ou restitutives comme des dommages internes. Enfin, le contrôle social formel qui fait intervenir des institutions, lois, règlements, police, armée, justice, école, entreprise, prison. Alors que le contrôle social informel, ce sont les proches qui ne reprennent pas les institutions généralement, famille, groupe de pairs, gangs en matière de délinquance. Et le contrôle, dans ce cas-là, a plusieurs objectifs. Premièrement, protéger la société des comportements individuels déviants. Ça, je crois que tout le monde est d'accord. Deuxièmement, protéger l'individu contre lui-même. Ah oui, parce que l'homme, l'individu est émotionnel, l'individu n'est pas forcément dans l'acquisition totale des interdits, qu'il est sans cesse à rappeler. C'est tellement vrai qu'on a besoin des prédications. C'est tellement vrai que même lorsqu'on est adulte, nos parents sont encore là pour nous rappeler des choses ou nous conseiller sur certaines choses. C'est tellement vrai que même lorsqu'on essaie de faire le bien à 100% dans l'esprit, dans la lettre, dans les actes, c'est beaucoup plus compliqué parce que la vie vous fait parfois confronter à des situations auxquelles on n'imaginait pas. On se retrouve nez à nez à des trucs où parfois il faut être bien aidé, se confier, être dans l'aide personnalisée. Parfois on ne s'en sort pas tout seul. Voilà. Et ça aussi, c'est protéger l'individu contre lui-même. Puis bon, on peut être victime de soi-même. Maintenant, vous connaissez ça par cœur. Victime de soi-même, par exemple, parce qu'on est trop colérique, qu'on est trop passionné, ou quand on est trop préhistorique dans ses instincts sexuels, ou parce qu'on adore la vitesse et qu'on voudrait jouer à Fast and Furious sur les Champs-Élysées. Voilà. Tout ça, c'est victime de soi-même. On n'arrive pas à s'auto-réguler soi-même, justement. C'est pas le contrôle social intérieur, on est banni parce que nos pulsions particulières, nos instincts sont trop forts. Troisièmement, maintenir l'ordre social. Oui, c'est pour ça qu'on a eu mai 68. C'est pour ça que le général de Gaulle, en France, durant ce temps-là, a voulu resserrer les vis, les boulons, un peu comme, dans beaucoup des pays du Maghreb, on n'aime pas les manifestations. Parce que, évidemment, les manifestations, c'est pour pester contre le pouvoir, c'est du désordre dans les rues, c'est un risque économique parce que les commerces fonctionnent mal, c'est parce qu'à un moment donné, la jeunesse, c'est presque de la pudicité, à se présenter comme ça, à braver l'autorité et l'honorabilité de l'État. Oui, donc tout ça, c'est fort, et on dit à un moment donné, non, CRS, gaz lacrymogène, les pompes à eau, s'il faut castagner et taper un peu sur du... on y va, et puis il faut que maintenant il rentre dans les rues et qu'il se calme.
Et pourquoi pas l'état d'urgence? Voilà, passez 20 heures, aux abris. On ne peut plus vous voir. Pendant un bon moment en tout cas. Et enfin, quatrièmement, favoriser la prévisibilité des comportements. Ben oui. Si vous êtes en quelque sorte conditionné à respecter la loi, eh bien on s'attend à ce que dans la vie de tous les jours, vous puissiez, face à l'autorité, eh bien là, vous y soumettre. Le mariage, c'est pareil. Vous êtes marié, vous êtes soumis l'un à l'autre. Quelque part, vous devez respect mutuel avec plus d'engagement parce que le mariage est ainsi fait. Si vous êtes enfant, ben, vous devez respect en principe à votre père et votre mère, soumission face à des règles et à l'autorité parentale qui est celle de vos parents. Si à un moment donné vous avez donc un professeur en face de vous, une autorité académique, c'est pareil. Si vous êtes en face donc même d'une autorité religieuse que vous ne reconnaissez pas parce qu'elle appartient à un autre courant, vous allez malgré tout le respecter parce que c'est une autorité pour toute une série de personnes qui interviennent dans telle culture. Donc même si vous n'êtes pas d'accord, vous respectez malgré tout cela, etc. etc. Donc l'idée c'est de la prévisibilité des comportements, c'est dans le respect et la soumission. On sait que si c'est bien acquis, il n'y a pas de raison pour que la personne se démarque et dévie et même devienne délinquante le cas échéant. C'est ça aussi, c'est très important. Lorsque vous rentrez d'ailleurs à la secrétaire, vous dites bonjour, blablabla, vous avez un petit sourire, vous êtes dedans, parce qu'elle aura toujours ce petit sourire. Hein, et donc vous devez le respect mutuel. C'est prévisible. Vous savez quand vous entrez dans le secrétariat, si vous êtes aimable, la personne en face sera aimable. Et oui, c'est prévisible. Grâce aux normes sociales et grâce au comportement mutuel, conforme aux normes sociales, vous savez que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe mal. Vrai? Oui, c'est vrai. Voilà. Le contrôle social évolue avec la société. Donc c'est vrai que c'est vu comme ça, c'est de la prévention criminelle. C'est de la prévention de la délinquance. Si tout le monde se comportait comme ça, et par exemple que des conflits naissent, que des coups de gueule arrivent, que des points ou des risques surviennent. J'étais il n'y a pas longtemps dans un centre commercial et j'étais donc à la caisse. Et un petit truc tout bête, et tous les jours, il y a une dame qui est un peu pressée. Et puis à un moment donné, bon, vous savez, comme ça arrive, parfois il y a un produit où il n'y a pas d'étiquette. Alors on est obligé d'aller rechercher, d'aller téléphoner pour savoir quel est le prix. Voilà. Et donc la personne dit, oh c'est toujours pareil. Alors elle s'énerve, et puis finalement elle laisse ses objets, puis elle s'en va comme ça en pestant, dans la galère. Et puis la suivante, c'était un autre style, c'est finalement donc, on a dû un petit peu temporiser. Donc la personne dit, voilà, allez-y madame, tant qu'on vérifie, prenez et faites votre truc. Donc elle finit son machin, et puis là en fait la caissière, elle gérait deux choses. Elle gérait la comptabilité des achats de l'autre dame, qu'elle venait de finir, et elle recevait des petits coups de fil en disant, voilà, le prix c'est ça, de l'objet qui n'était pas référencé. Et à un moment donné, la dame qui avait fini ses achats, elle attendait seulement de mettre sa carte, de payer assez rapidement. Mais du fait que simplement elle a reçu l'appel, c'est même pas elle qui l'a appelé, c'est elle a reçu l'appel, bah, elle a temporisé, elle a dit, excuse-moi, je vous prends tout de suite, et puis après, ouais, mais elle a commencé à s'énerver, mais vous n'avez pas à me parler comme ça, parce que c'est à moi, c'est vous qui devriez donc s'occuper de ça, moi je veux payer, je veux m'en aller, etc. Et c'est parti comme ça en vrille pour un détail comme ça. Vous avez deux personnes qui partaient en vrille parce qu'un objet n'était pas référencé. Moi je suis resté très calme. C'est l'habitude. Mais, et puis je me dis dans ma nature de toute façon. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si le magasin avait bien référencé son prix, il n'y aurait pas eu ces deux choses-là. Et donc c'est ça la prévention. C'est ça le fait aussi de prévoir des comportements en fonction des habitudes commerciales. On dit c'est référencé, on paye à la caisse, ça prend le temps que ça prend, mais c'est normal, et on s'en va sans déranger les autres, sans qu'il y ait de soucis. Voilà, si à un moment donné il y a un truc qui ne va pas dans la chaîne habituelle de comportement ou de fonctionnement, et ben vous risquez d'avoir des petites frictions et qui vont envenimer tout le monde. Voilà, c'est d'où prévention criminelle, prévention des conflits, prévention des risques, en étant donc dans l'application stricte de toute étape dans le processus du comportement social.
Le contrôle social évolue aussi avec la société. Les sociologues ont mis en avant plusieurs grandes évolutions dans les sociétés occidentales développées. Par exemple, le contrôle social s'est élargi à de nombreux domaines. En se civilisant, la société, sous l'influence des élites sociales, a établi un nombre croissant de normes sociales, telles que les règles d'hygiène, se moucher, cracher, se curer les dents, les règles de politesse, courtoisie, conversation, règles de maintien à table, les règles liées au corps, la nudité, la pudeur, même à la piscine par exemple. C'est-à-dire qu'à la piscine, vous avez forcément le quartier homme, le quartier femme, vous avez aussi donc le fait que, lorsque, je sais pas, vous vous changez, vous ne laissez pas la porte ouverte. Il y a des gens qui se changent. Il y en a qui font pipi. Hein, ils laissent la porte ouverte, ils font pipi, et puis ensuite ils vont donc machin. Donc c'est ce genre de petites choses. Voilà. L'autre jour, j'étais à la gare de l'Est, je recevais un rendez-vous important, et on était donc en face, il y avait une vitre, puis on voyait donc dans la rue. Puis à un moment donné, il y a un espèce de clochard, et qui fait pipi dans le bosquet devant la fenêtre. Alors il y a tout de suite le serveur qui dit « Eh oh, tu dégages !» Il montrait carrément sa chose, alors que les clients étaient en train de manger, vous comprenez? Donc sa chose. Bon, les trucs sont bidules. Et donc, l'idée c'est ça, c'est que il y a donc un contrôle social qui s'est élargi à de nombreux domaines. Norbert Elias, par exemple, un auteur assez connu dans le domaine, a décrit ce processus de civilisation en 1939 qui a conduit la société à se civiliser et à se pacifier. C'est l'objectif. Mais oui, évidemment que si vous respectez les règles sociales, c'est un facteur considérable de pacification. Puisqu'on a déjà dit que c'était une forme de prévention criminelle. Ça veut dire quoi? Quelque part, oui, j'étais tout à l'heure avec cette jeune fille qui se présentait. Je respecte évidemment sa personne, je respecte sa timidité, je respecte la différence qu'elle est, etc. Mais vient un moment où un questionnement qui est légèrement dérangeant, c'est elle est bien accueillie, elle est ici, elle est avec vous, elle vous posez plein de questions. Elle a, je dirais, toute l'attitude pour pouvoir à la fois bien s'informer et interagir. On va lui chercher ses papiers, elle les a immédiatement, elle repart avec. Et pourtant, je ne parle pas, je me sens quelque part un peu mal à l'aise pour X raisons. On sent bien que c'est une forme de timidité, mais peut-être que c'est autre chose. Et vous dites, à être comme ça, alors que quelque part vous êtes bien accueilli, il y a un décalage. Voilà, c'est comme si vous avez fait, je sais pas, vous invitez quelqu'un, même une nouvelle famille chez vous, de nouveaux amis, etc. Vous avez évidemment préparé pour l'occasion, tout le monde, c'est-à-dire quelque part, ceux qui sont à la maison avec vous, vous dites, il y a des gens qui viennent, donc on se prépare psychologiquement, on va bien les accueillir, on va être agréable, etc. On prépare le repas tant qu'à faire, on va peut-être, je sais pas, regarder un film ou je sais pas quoi, là, et puis tout au long de la soirée, le type qui vient, il fait la gueule. Donc vous dites, il est gentil ton ami, mais peut-être qu'on ne le réinvitera pas finalement la prochaine fois, hein, parce que, voilà, qu'est-ce qu'il y a une hospitalité d'un côté, et même si quelque chose ne va pas, vous essayez de mettre de l'eau dans votre vin et de rendre la soirée ou la relation agréable. C'est ça qui pacifie. Voilà. Et après, ça peut aller très loin, hein, parce que s'il suffit que le type soit noir, beurre, jaune asiatique, mexicain, coréen, kurde, ou je sais pas quoi, et là il va dire, putain, les Kurdes, les Coréens sont toujours comme ça, là, je comprends mieux. Hein, pour qu'on en parle comme ça à la télé, etc. Et vous voyez, et ça peut aller sur le terrain aussi quelque chose de plus raciste ou discriminatoire. Donc il faut faire attention, vraiment, c'est pacificateur ces histoires-là. Et il est difficile de prouver que les sociétés traditionnelles avaient moins de normes sociales que les sociétés modernes. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'elles étaient différentes parce que la société était moins différenciée. Rien à dire. Le contrôle social, autre chose, est devenu de plus en plus informel. Plutôt formel, excusez-moi. Les groupes primaires, par exemple, la famille, le clan, la tribu, le voisinage, la communauté religieuse, l'église, des choses comme ça, exerçaient un contrôle étroit sur le comportement des individus. Le contrôle social était donc essentiellement informel. Ainsi, j'ai connu il n'y a pas longtemps une personne
qui a demandé l'asile. L'asile, non. Hein. Elle appartient à une église catholique, mais plutôt sectaire, hein, pour faire simple. Et cette église catholique sectaire a une telle mainmise sur elle que quelque part, elle se sentait mal avec ça, et puis elle m'en parle un peu, et puis elle dit, bah oui, effectivement, t'es pas libre, tu ne penses pas, etc. Mais le simple fait, néanmoins, qu'elle soit dans une demande d'asile, dans un pays étranger, sans véritable, aucun lien de famille, rien que dalle, et quelque part hébergée sous forme de refuge chez cette église, dans cette église, eh ben, elle était en quelque sorte un peu protégée. Même si c'était sectaire, elle y allait, en disant, voilà, si je respecte les règles, j'ai au moins voilà, un groupe fort autour de moi qui pourra être un paravent, une protection, un refuge, quelque chose qui puisse m'aider quotidiennement dans la vie. Oui, mais à force de... Voilà, il y a une limite entre protéger et conditionner mentalement une personne à ne plus être vraiment libre de ses choix et de ses gestes. Et là, clairement, elle était plutôt dans une logique sectaire. Donc on en a fait sortir. Et c'était juste pour dire que sans loi de la République, bien évidemment que des groupes collectifs peuvent être aussi forts, sinon plus, que la loi. Il faut veiller à ça. Alors, tout comportement déviant va se traduire dans ce cas-là par l'exclusion. De nos jours, la société s'est individualisée, urbanisée, étatisée, et le contrôle social est de plus en plus confié à des institutions spécialisées. Police, animateurs, sociaux, écoles, assistantes sociales, etc., qui obéissent à des règles juridiques tous. Donc, on préférera, en fait, dans les sociétés modernes, recourir à des institutions spécialisées et à des contrôles sociaux formels. Parce qu'il y a trop d'aléas, et trop d'idéologie, et trop de sectarisme éventuel, des choses comme ça, qui peuvent intervenir si c'est informel. En fait, on pourrait presque dire qu'une règle d'église, dès lors qu'on est croyant dans une église ou une mosquée, peut avoir évidemment plus de poids que les lois de la République. Évidemment. Et de ce fait, gros souci quand même pour que le contrôle social puisse se faire dans cette zone de non-droit finalement de la République, là où monsieur, madame ira le plus souvent pour espérer le salut de Dieu. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, évidemment. Le contrôle étatique s'est renforcé également. La prison moderne est conçue pour discipliner les corps et les esprits, et la privation de liberté se substitue aux exécutions sur la place publique ou aux sanctions physiques. Michel Foucault, dans Surveiller et punir, en 1975, décrit cette mise en place du contrôle étatique qui se poursuit avec la mise en place de technologies modernes pour encadrer tous les aspects de la vie des individus. Fichiers anthropométriques, carte d'identité biométrique, vidéosurveillance, fichiers informatiques, surveillance des traces laissées sur Internet. Aujourd'hui même il y a des passeports biométriques avec les empreintes digitales, des choses comme ça, ce qui met peu à peu en cause le respect de la vie privée. Bon. Bah oui, mais il y a un souci administratif, c'est sûr, pour qu'on puisse vérifier l'identité de quelqu'un et son suivi. Il y a un souci de prévention et de gestion de la population, parce que plus on la surveille, plus on fait de la prévention, justement, de la délinquance. Hein. On saura, en matière de renseignement, exactement à qui on a affaire. Mais il y a aussi l'idée qu'il faut reconnaître, la liberté, c'est un petit peu restreinte, privée en tout cas, parce qu'on met les projecteurs un petit peu de partout sur l'individu, sur la société actuelle, pour percevoir quelque part quelle pourrait être la brebis galeuse ou le comportement déviant sur lequel intervenir plus chirurgicalement de manière efficace et rapide. Ça suppose effectivement qu'il y a un plus grand contrôle social étatique qui a son mot à dire, et même plus que cela en matière de sécurité nationale, qui peut, voilà, comme on l'a vu il n'y a pas longtemps en matière d'état d'urgence, débarquer chez les restaurateurs. On avait dit qu'il y avait peut-être des choses qui se passaient au sous-sol d'eux, ils défoncent tout, ils arrivent alors qu'il y a des clients dans le restaurant avec, vous voyez, le casque, la mitraillette, machin, ils débarquent, ils déboulent, go, 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 et ils arrivent donc là, ils défoncent les portes, ils vont tout fouiller, version perquisition en état d'urgence, donc sans même délégation d'un juge d'instruction ou d'un magistrat, des choses comme ça.
Et puis après, ils se disent, ah ben finalement, il n'y avait rien. Fausse information. Ah, il repart. Après, faites un papier pour être dédommagé. Ouais, vous êtes bien gentil, mais enfin bon, l'image de marque de mon restaurant, qu'est-ce que vous en faites? Le matériel, parce que là, vous avez défoncé dans de la gamme, et c'est là où il y a tout ce qui est congelé, vous voyez, des choses qui sont stockées. Comment je fais, moi, pour... c'est parce que perdu la marchandise, là, comment je vais l'utiliser? Comment je vais pouvoir m'en faire manger mes clients? Puis 3, les papiers, vous êtes bien gentils, mais enfin bon, on travaille tous les jours. Si en plus, il faut scolter les papiers et être remboursé 3, 4, 5, 6 mois après... Bon, et donc moi, je dois en fait avancer l'argent, si je comprends bien, pour rentrer dans une vie normale dans un premier temps. Ça fait beaucoup quand même pour un contrôle social d'État qui parfois, donc, pour des raisons de sécurité nationale, fait un peu, en tout cas, comment dit-on, droit exorbitant. Voilà. Exorbitant, pratique exorbitante de droit commun. Bon, ce qui est sûr, c'est que ça existe. Comment un individu peut-il se comporter face aux contraintes des normes sociales et au contrôle social? Il a 3 possibilités. Soit il se conforme, soit la normalité, soit la déviance. En fait, il n'y a pas 36 possibilités. Alors là, ça devient super intéressant en matière de criminologie. Donc là, je veux toute votre attention dans la demi-heure qui suit. Prêt? Le conformisme. Vous allez dire un petit schéma fort sympathique, là, juste en dessous. L'individu adhère à la fois aux objectifs et aux moyens socialement valorisés. Bon, il représente le modèle de réussite pour les institutions de régulation. C'est-à-dire, en fait, c'est le gentil, excusez-moi, je vais dire ça comme ça, trivialement, c'est gentil toutou. Voilà, il fait exactement ce qu'on lui dit, c'est... T'es content, tu veux ton sucre? Tu es calme, tu es couché. Couché, tu veux manger? Ouais, manger. Très bien. Tu es gentil, hein? Tu es gentil. Bon, vraiment, vous voyez, c'est le comportement qu'on attend, adorable, soumis, qui ne peste pas trop, qui ne demande jamais voilà, la lune. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains hommes et femmes, ayant été déçus dans la vie par des hommes et des femmes aussi, enviennent aux chiens, enviennent aux animaux, parce que eux, ils ne trahissent pas, eux, ils ne mentent pas, eux, ils donnent de l'affection sans presque de manière inconditionnelle. En tout cas, les chiens, certains chiens, beaucoup de chiens, eux, quelque part, ils ne vont pas nous prendre de l'argent derrière notre dos. Eux, comment dire, ils sont tout doux. Alors que les autres, ils peuvent être vraiment durs et fort pas sympathiques du tout en tout cas. Etc. Donc c'est vrai que cette idée de l'éthologie quelque part, hein, la vision éthologique du contrôle social est fort intéressante. Voilà. Comment domestiquer finalement le comportement de l'humain pour qu'il respecte la loi. J'aime bien le terme domestiquer, vraiment c'est ça. Et une société demeure stable et cohérente tant que les conformistes représentent une large partie de la population, évidemment. Si la majorité se conforme, ben voilà, il n'y a pas de... Donc même les autres sont minorisés, hein, sont presque réduits à une minorité. Cependant, celui qui respecte à la lettre et dans l'esprit les normes sociales et juridiques est relativement rare. Il arrive aux bons citoyens de frauder le fisc, de dépasser les limites de vitesse, de traverser en dehors des clous. Wilkins, en 1964, par exemple, représente la distribution des conduites morales sur une courbe de Gauss. À une des extrémités, c'est le schéma d'en dessous donc, de la distribution, est représenté un tout petit nombre de conduites criminelles. Vous voyez, les actes déviants. Un tout petit nombre dans le schéma. À l'autre extrémité se trouve aussi une très faible quantité de conduites extrêmement conformes. Donc en fait, l'être humain, il est entre les deux. Les actes normaux, ce qu'on appelle normaux, c'est ceux qui ne sont ni vraiment totalement parfaits, respect de la loi à 100%, ni irrespect de la loi à 100%. En fait, le gros de la troupe, c'est entre mi-figue et mi-raisin.
entre gris clair et gris foncé. C'est-à-dire qu'on est grosso modo à respecter la loi, mais enfin des petits écarts de temps en temps, même plus souvent qu'on croit. Voilà. Je peux de temps en temps incendier mon voisin, je peux de temps en temps faire du bruit, je peux de temps en temps pas faire mon contrôle technique, je peux de temps en temps, bon allez, j'ai caché un peu d'argent, je vais pas montrer l'état. De temps en temps, essayer en tout cas d'avoir des avantages alors que j'y ai pas droit. Enfin, oui, on pourrait multiplier les exemples. C'est ça la vérité. Le gros de la troupe, elle est là. Donc, au centre se dresse la masse des conduites ordinaires, ni de très bonnes, ni très mauvaises, que la population admet comme normales. Alors, c'est quoi la normalité au bout du compte, deuxièmement? La normalité comprend tous les actes que la société admet, même s'ils sont répréhensibles du point de vue de la morale ou de la loi. Par exemple, pendant longtemps en tout cas, les incivilités, jusqu'à un certain point, n'étaient pas condamnables pénalement. Il y a aussi l'idée qu'on serait complètement surchargé dans les tribunaux où les policiers ont autre chose à faire que d'arrêter toutes les incivilités au quotidien. Vraiment, on ne pourrait pas. Donc il faut quand même un minimum de gravité dans l'acte pour que les institutions commencent à ne plus admettre cette anormalité. Voilà. Et donc, par exemple, un vol simple, hein, vous êtes cambriolé, il y a plein de... Même si bien sûr la police et la gendarmerie pourra constater les faits évidemment au moment de la plainte, enregistrer tout ce qu'ils sont. La véritable enquête qu'il y a derrière, si c'est un vol, pas beaucoup d'argent dérobé, de valeur, d'objets de valeur, c'était la première fois dans la zone, c'était la première victime connue, c'était donc finalement dans une zone aussi, il y a pas beaucoup de police et de gendarmerie, ils ont d'autres priorités par exemple dans ce cas-là. Bon, bah voilà, des critères comme ça qui font qu'à un moment donné, le vol, il va presque immédiatement être classé. Parce que voilà, c'est ni vraiment grave, ni de politique criminelle du tribunal de s'en occuper en priorité, ni même quelque part, on l'a bien vu dans la plainte, que c'était la personne qui voulait simplement récupérer un peu d'argent dans son assurance. Alors c'est très différent par exemple de la vieille dame qui a été très violée dans son esprit, dans sa psychologie propre, en disant voilà, quelque part, elle le ressent comme un viol, hein, ce cambriolage, on m'a pénétré dans mon domicile. On m'a pénétré dans mon domicile. On a tout fouillé, tout chamboulé, j'avais l'impression qu'on m'avait vraiment mis le désordre dans ma vie, même, quand je suis rentré chez moi. Et en plus, elle reste avec un traumatisme, voilà, elle a du mal à s'endormir, elle n'est pas bien. Voilà, le préjudice dans ce cas-là est plus important, le retentissement psychologique est avéré, donc peut-être oui que la police de gendarmerie ou le procureur seront plus intéressés à poursuivre cette affaire-là que celle qui a purement un retentissement matériel. C'est tout. Donc c'est une réalité, et donc la pratique protestante était condamnée avec force par la majorité catholique du XVIe siècle, par exemple, elle apparaissait comme une déviance. Et pourtant, elle était tolérée. On disait, il y a bien de courants religieux, y compris chez nous, puisqu'on voit ici, que les protestants, qui n'étaient pas, à l'époque, au XVIe siècle, une composante acceptée, totalement admise par la religion catholique, était donc marginalisée et donc condamnée aussi avec force de ce point de vue-là. Mais comme c'était légal, qu'on ne pouvait pas faire grand-chose contre, on laissait un petit peu vivre. Et donc c'était une déviance à l'époque. Mais à partir du moment où une fraction très importante de la population allemande ou anglaise se convertit au protestantisme, c'est donc qu'il y a un conformisme de la majorité de la population, alors cette religion accède à la normalité. C'est pour ça aussi que dans les médias, lorsque vous avez une popularité d'un acteur, d'un chanteur, d'un homme politique, en tout cas, quelqu'un qui va donc devenir une personnalité du fait de sa résonance médiatique, eh bien, il intéresse un public, et donc la force de ce public, en quelque sorte, de la célébrité qu'il a acquise, porte davantage le crédit de cette personne, parce qu'il a une voix qui sera entendue par beaucoup. Une voix qui sera entendue par beaucoup. Et donc, on ne peut pas le marginaliser s'il est entendu par beaucoup.
Voilà. Et donc, quelque part, la popularité, la célébrité, la postérité d'un individu aussi joue dans ce cadre. Plus les adolescents et les adultes se sont nombreux à fumer occasionnellement un joint de marijuana, moins cette conduite paraîtra condamnable. Mais elle sera déviante. Une activité quelconque ne peut pas être à la fois habituelle et déviante. L'intensité de la déviance varie donc en raison inverse de sa fréquence. Je répète. L'intensité de la déviance varie donc en raison inverse de sa fréquence. Parce qu'il est impossible au sein d'un groupe que les gens réprouvent avec une indignation extrême des agissements fréquents. Si les gens voient au quotidien que tout le monde fait pareil, alors au bout d'un moment, la majorité en tout cas des gens vont s'y résigner. Ça c'est fort. C'est très fort. Je parlais, et ça vous fait rire à chaque fois que j'en parle, des kebabs qui pullulent dans certains quartiers. Il fleurit des kebabs. Mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les kebabs, qui n'aiment pas la présence voilà, de ce type de restauration. Et quand vous avez 3 kebabs je sais pas, aux 20 km², même 10 km², ou même 5 km², allez, même 500 m², même il y en a 3 dans la même rue, bordel. Eh bien, là, vous vous dites, quoi? Ben, d'un côté, vous n'aimez pas. Le problème, c'est que s'il n'y en avait qu'un seul, et qu'il y avait une majorité de commerces dits français traditionnels, il serait vite marginalisé ce kebab. Mais s'il y en a 3, 4, 5, et que donc la majorité des, je dirais, restaurants de restauration rapide, on les appelle comme ça, hein, les fast-food, comme Quick, McDonald's, eh bien s'implantent sans que légalement on ait eu rien à redire, eh bien vous vous écrasez au bout d'un moment. Les gens qui sont à côté, ils sont obligés de faire avec. Peut-être qu'ils n'aiment pas, mais ils ne vont pas aller castagner les 3, 4, 5 kebabs du coin parce que leur ont pris une part de marché, vous comprenez? Et donc ça, c'est vraiment important de dire que la majorité de la population, ou donc, ayant pourtant leur assentiment, leur consentement sur un nouveau phénomène social, c'est extrêmement important pour qu'une évolution de cette société et de l'acceptation de la majorité, même contre au départ, puisse se faire petit à petit, rien que par résignation ou tolérance du phénomène qui emporte désormais la majorité de la population. Ça, c'est vraiment super important. Vous êtes un quartier super traditionnel. Regardez par exemple du temps, ça me fait penser de la crise qui est relayée par la Bible de Jésus-Christ qui rentre dans le temple sacré où était en principe nourrie la vraie foi et la vraie croyance. Qu'on croit ou pas à Jésus-Christ, c'est pas l'idée ici, c'est plutôt qu'il est relayé le fait qu'une colère auquel ne nous avait pas habitué l'individu durant toutes ses, je dirais, ses prédications sages, paisibles et fort intéressantes de surcroît, mais là il s'énerve, il se met même en colère. Le type sage se met en colère. Pourquoi? Parce qu'il y a des commerces de Dieu qui vendent Dieu, qui sont dans le temple sacré. Et ça veut dire quoi? C'est que il est le seul à le faire, le seul à se mettre en colère. Ça lui vaudra évidemment la réprobation de ceux qui ont toléré ce phénomène. Mais je veux dire, s'il n'était pas là, c'est l'application stricte de ce que je viens de vous dire. Lorsqu'un temple est sacré, et que vous voyez arriver une boutique qui vend des bracelets, des montres, des bijoux, des objets dérivés de Dieu sous toutes ses formes, des petites cuillères de Marie, des couteaux de Mahomet, des posters de la grande mosquée. Vous voyez? Vous dites, va faire ça là-bas. Ici, c'est pas l'endroit. Il va vite être remarqué et vite éjecté celui-là.
Mais si on la laisse faire une fois, deux fois, trois fois, et que l'allée centrale pour parvenir au temple est investie complètement d'un marché complet, comme vous l'imaginer au souk de Marrakech, qui est devenu donc là, dans le temple lui-même sacré. Voilà, ça y est, c'est fini. L'implantation est faite, qui va pouvoir y revenir? Voilà. Et donc, il faut bien parfois, disons, frapper du pied dans la fourmilière, même si on est seul, parce que c'est bien une fourmilière, elle n'a rien à y faire dans le temple. Si l'objet du temple, évidemment, est de respecter la croyance et l'entité spirituelle à laquelle on croit. Bon, et donc, la déviance, pour finir là-dessus ce matin, est une différence négativement perçue. Plus un acte est déviant, plus il est rare. Plus un acte est déviant, plus il est rare, effectivement. La nécessaire relation entre déviance et rareté tient non seulement à ce qu'il est difficile de réprouver fortement des pratiques courantes, mais aussi à ce que les groupes minoritaires ou majoritaires finissent tôt ou tard par imposer leurs critères de normalité. Voilà. Ainsi, l'homosexualité, très bon exemple, après avoir été jugée comme un crime, est devenue à la suite des combats des homosexuels une pratique acceptée globalement par la société, et même légalisée, comme vous le savez. En conséquence, le couple homosexuel revendique les mêmes droits que les couples hétérosexuels au nom d'une société égalitaire, et le droit évolue peu à peu en ce sens, reconnaissance du mariage homosexuel dans certains pays, reconnaissance aussi de la double filiation pour les enfants d'homosexuels. Ainsi, les déviants peuvent être, selon donc M. Merton, des innovateurs ou des rebelles qui font évoluer les normes sociales au point de transformer une déviance en normalité. C'est vrai, vous pouvez avoir les deux points de vue. Soit ce sont donc des innovateurs parce qu'ils en viennent à transformer une norme sociale qui était déviante en pratique communément admise. Donc là, c'est plus des délinquances. Ils innovent et ils sont même des créateurs, hein, donc des précurseurs qui en viennent finalement à porter haut et fort les droits de l'homme. Pourrait-on voir les choses comme ça? Mais d'un autre côté, si vraiment c'était un péché avant, si c'était vraiment une inégalité avant, si on considère quelque part que c'est toujours une forme de déviance ou de délinquance ou de criminalité, quoi qu'on en dise de cette évolution, alors ils sont traités comme des rebelles. Ce sont des rebelles. À quel niveau de curseur place-t-on dans l'État, par exemple, la tolérance d'une manifestation? Si par exemple vous avez une manifestation qui porte haut et fort et qui va voir sur ses banderoles je te hais Macron, tu es un salaud de première, je t'encule et je te ferai faire payer toutes les abominations de tes péchés devant Dieu, Inch'Allah. Donc la manifestation qui aura cet objet-là, elle sera interdite tout simplement. Parce qu'on va beaucoup trop loin dans... voilà. Il y a une liberté de manifestation, d'accord, mais l'objet est devenu illégal. Mais il se peut qu'on ait effectivement, souvenez-vous de l'avortement. En France, du temps de Simone Veil, etc., on a vu cette femme qui avait, parlementaire, porté haut et fort le droit des femmes à l'avortement. À l'époque, je vous garantis que ça en est pris... ça aurait pris beaucoup des violences verbales à l'Assemblée, beaucoup de menaces de mort et beaucoup de discrimination sociale en disant « mais enfin, tu es une tueuse, tu tues les enfants, tu veux légaliser l'assassinat des enfants ». En clair, c'est ça. Hein, il y a certains qui le présentaient comme ça en tout cas. Et oui, bah oui, mais aujourd'hui, elle s'est battue, on a voilà, et en France, personne n'a rien là-dessus, personne. Au sens en tout cas de la majorité du corps social qui a admis qu'il était du droit de la femme de pouvoir disposer de son corps et de pouvoir aussi préparer notamment la naissance d'un enfant dans les meilleures conditions. À quoi ça sert par exemple de, pourrait-on dire, mais je ne me positionne pas, je ne fais qu'aller dans le sens d'une forme de légalisation, de normalisation sociale. C'est à quoi ça sert de ne pas reconnaître l'avortement pour l'enfant d'un viol, l'enfant de l'inceste, l'enfant de la pédophilie.
peut se poser, je crois, légitimement la question. Est-ce que même, il n'est pas du droit de la femme lorsqu'elle a 16 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, elle n'est même pas encore donc majeure, et même pour des majeurs entre 18, 20, 21 ans, etc., en tout cas qui restent fortement immatures, et qui, malgré les précautions d'usage, ou même souvent lors des premières relations sexuelles, se sont fait avoir, au sens où elles ignoraient un petit peu jusqu'à quel point le garçon qui était un peu éperdu d'elle, finalement, d'ailleurs l'avait-il pas prévu, certains l'avaient prévu, d'autres l'avaient pas prévu, a couché avec elle, et de cette relation, malheureusement, donc tout de suite, elle est tombée enceinte. Est-ce que cette fille-là, qui n'a même pas fini ses études, qui n'a pas de plomb dans la tête, qui n'a aucune expérience de vie véritable, qui n'était pas prête à avoir un enfant, qui va faire sans doute aussi des difficultés de type social vis-à-vis de ses parents, en disant c'est une fille-mère, qu'est-ce qu'elle était le regard des autres, de ses parents, de ses proches, de ses amis, etc. Si vraiment on est dans cette configuration-là, oui, on peut se poser la question, j'ai bien dit la question de savoir si l'avortement n'est pas bienvenu. Plutôt que d'avoir le résultat annoncé de l'opprobre social, de choses où elle n'est pas prête, où elle risque effectivement de ne pas assumer son rôle, où ça va bouleverser sa vie, etc., vis-à-vis d'un fonctionnement et d'un déroulement normal auquel elle-même aussi aspire en tant que femme. Et c'est quand uniquement elle sera prête en tant que femme qu'elle aura toutes les dispositions pour, qu'elle aura un choix libre et éclairé de faire ce qu'elle a à faire avec quelqu'un de bien qui sera aussi le père de ses enfants, un bon et gentil mari, un bon et gentil papa, quelqu'un qui aura aussi des deux côtés peut-être assuré matériellement la maison, les dispositions matérielles nécessaires pour accueillir au mieux cet enfant, mais également aussi la maturité pour pouvoir lui poser les règles de vie, de loi qui sont nécessaires affectivement et socialement pour que cet enfant grandisse dans les meilleures conditions. Et par la bénédiction de Dieu, qui je ne crois pas souhaiterait que cette femme, a priori en tout cas, puisse enfanter en tout cas un être vivant dans des conditions qui seraient contraires aux postulats, aux commandements, aux prédispositions, si elle est croyante, cette femme-là, de la religion à laquelle elle appartient. Et on pourrait continuer longuement la liste, vous voyez, de ces choses qui sont comme des préceptes ou des prérequis pour que tout se passe bien. Est-ce que l'avortement, je pose simplement une question, je ne me suis pas encore une fois positionné, n'est pas, dans ces cas de figure, bienvenu? Question. À voir. C'est donc quand même une difficile et douloureuse question. Ça, c'est sûr. Ok. Alors, on va finir là-dessus, si vous voulez bien. Les minutes qui nous viennent. On va en finir avec quelques statistiques sur lesquelles on va de toute façon revenir, parce que c'est très très intéressant. Regardez, la mesure du phénomène observé. C'est-à-dire avantage et limite de la statistique, puisqu'on va voir cet après-midi tout ce qui relève de l'Observatoire national de la délinquance. D'abord, la délinquance est un fait social normal, c'est-à-dire que, selon Émile Durkheim, les sociétés élaborent des normes juridiques dont le non-respect va être sanctionné. Rien de nouveau. Il n'existe donc pas de société sans crime. Ça, c'est un concept vraiment capital. Il n'existe pas de société sans crime, sans délinquance, sans déviance. Ça n'existe pas. Tout simplement parce que l'homme naît instinctif. Et que les efforts à le civiliser, à le socialiser, à lui imposer des règles à laquelle il doit se soumettre, au bout du compte, restent imparfaits. Vous l'avez vu d'ailleurs dans le schéma tout à l'heure. On n'est ni à être super délinquant, ni super respectueux des règles. On est entre les deux, entre gris clair et gris foncé, plus ou moins. Donc la vérité, c'est qu'on a du mal à se conformer. On a vraiment du mal à se conformer. On est plus dans l'envie, on est plus dans la liberté, on est plus dans le plaisir, la jouissance, plus d'argent, plus de choses qu'on aimerait avoir. Et tout ça, c'est humain, instinctivement humain. C'est presque une pulsion de naissance. Bon. Alors, fort de cela, il n'y a pas de société sans crime. La délinquance fait l'objet d'un enregistrement statistique qui produit un certain nombre de régularités sociales. Ainsi, en France, les statistiques policières enregistrent depuis la fin des années 60 une montée régulière des crimes et délits qui semblent s'être interrompus récemment. En effet, les causes de cette montée sont à rechercher dans la société elle-même. L'enrichissement de la société explique par exemple la forte montée des vols.
parce qu'on a vu donc beaucoup de biens à la portée de tout le monde et de technologies. C'est vrai que le téléphone, c'est un très bon exemple. Quand vous avez un iPhone à quoi parfois, ça monte à 700, 900 euros, oui, des choses comme ça. Même les ordinateurs sont plutôt prisés. Même lorsque vous avez une voiture, c'est prisé. C'est plus, même les voitures qui sortent ne sont plus du tout de la même qualité ou de même ordre qu'une coccinelle ou qu'une 4L ou qu'une petite Volkswagen des années 60, 50, 60. Ça n'a rien à voir. Donc c'est vrai que la qualité des produits qui sont démocratisés à la vente, à la consommation, contribue largement à l'augmentation des vols. Mais regardez, c'est quand même extraordinaire. Cette histoire, l'apparition du dollar a provoqué le nombre de crimes et délits recensés par les services de police et de gendarmerie. En 1950, on est où là 5574 289, 574 000 nombres. Et on arrive en quoi? En l'année 2000, à plus de l'année 2000, à plus de, enfin quasiment 4 millions. C'est quand même extraordinaire. Et quand on regarde l'évolution du nombre d'atteintes aux personnes, notamment les coups et blessures, là aussi on est quand même choqué de voir qu'on est passé en gros de 58 356, donc moins de 100 000 dans les années 50, à plus de 325 697 les années 2000 dépassées. Donc quelque part, non seulement en quantité, on est beaucoup plus délinquants, y compris la criminalité économique, matérielle, financière, peut-être même plus celle-là que les autres, mais même lorsqu'on va sur le terrain, donc des violences contre les personnes, eh bien, on a une augmentation très très importante, qui est de l'ordre de plus, voilà, au moins plus 150%. Donc c'est vraiment pas anodin. Alors, la société devient de plus en plus violente. Regardez les chiffres quand on va même plus en détail. Dans le total des crimes, on parle de 573 en 1950 à 3624 en 2010. Les drogues, de 285 à 617. Les infractions économiques et financières, de 43 à 355. C'est là où on a l'augmentation la plus importante d'ailleurs. Les vols, recels, atteintes aux biens, du même genre, toujours délinquance économique, de 187 en 1950 à 2184 en 2010. C'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Et la population française, néanmoins, si on essaye de le proportionner à l'augmentation, bah oui, c'est pas une augmentation énorme. Regardez, de 41 830 concernés en 5 ans à 62 793. C'est pas l'histoire de population, la différence n'est pas énorme de ce point de vue-là. Elle est vraiment dans les actes. Il y a de plus en plus d'actes délinquants, d'actes criminels. Ainsi, le taux de délinquance, rendez-vous compte, on est passé de 13,7% en 1950 à 57,7%. Ça, c'est voilà. C'est-à-dire qu'en termes d'insécurité, pour une politique gouvernementale, ça veut dire que, alors qu'il y avait 13 habitants, allez, on va être gentil, 14 habitants qui étaient concernés en 1950, il y en a 57, près de 58 qui sont concernés dans les années 2000. C'est pareil. C'est plus de la moitié de la population qui un jour sera confrontée à l'insécurité, à la délinquance, individuellement. Non, pour 1000 habitants. Exact. C'est pour 1000 habitants. C'est pas la même chose. Certes, mais c'est l'échelle. C'est l'échelle. Oui, les statisticiens parlent. Il a raison de parler. Ça va? Voilà, on va donc en rester là. On va reprendre donc tout à l'heure avec joie, si vous voulez bien. Sur le terrain de l'Observatoire national de la délinquance. Allez, peut-être un petit détail, si vous voulez bien. Juste pour vous dire, parce qu'on a 5 petites minutes sans... Je voulais quand même insister sur 3-4 points qui me paraissaient importants pour bien introduire les chiffres de cet après-midi. Bon, les 2 tiers des actes de délinquance sont des vols. Ok, vol de voiture et de 2 roues, rien à dire. Le nombre d'atteintes aux personnes a été multiplié donc par 5,6 depuis 1950, donc plus 13% de crimes et délits. Ce qui pourrait faire croire, il est vrai, une société de plus en plus violente, et ce qui accroît également le sentiment d'insécurité. La délinquance financière, délinquance au code blanc, fisc, abus de confiance, biens sociaux, travail noir, après avoir fortement augmenté au cours des années 60, a vu sa part diminuer depuis. Donc il y a moins de délinquance de haut vol financier, ou alors se protège-t-elle mieux, ou alors est-elle plus occulte, à voir, mais en tout cas elle est beaucoup moins visible, puisqu'il ne représente de nos jours que 10% des crimes délits. Enfin, la dernière catégorie est un ensemble fourre-tout qui regroupe la lutte contre la consommation de drogue, l'arrestation d'immigrés clandestins, les troubles à l'ordre public également,
Et cette variation de chiffre dépend essentiellement de l'activité de la police. Donc là, vous voyez que vol et recel atteinte aux biens, ça représente 60,3% en 2010, c'est le plus important. Après, c'est l'immigration clandestine, stupéfiants et autres, 17% seulement. Et crime de délit contre les personnes, c'est 12,9%, qui est finalement relativement stable quand on compare à 1950 en termes de pourcentage. Vous me suivez? Mais, soyons clairs, et je finirai par là, ces statistiques, intéressantes au demeurant, doivent être absolument remises dans le contexte statistique que monsieur pourra préciser le cas échéant cet après-midi également. Mais enfin, disons les essentiels. Une statistique, elle peut être interprétée de différentes manières. Une statistique, ça dépend de la méthodologie par laquelle on est arrivé au résultat statistique. Une statistique, c'est comment aussi donc l'information est arrivée comme source de la statistique avant d'appliquer la méthode. Il y a beaucoup de paramètres donc qui interviennent pour moduler la plénitude, la réalité et la rectitude technique de la méthode par laquelle effectivement ces chiffres seront particulièrement réalistes ou pas. Bon. Ainsi, les sources statistiques sur la délinquance proviennent de différentes sources. Pour mesurer l'état, l'évolution de la délinquance, il est fondamental de bien comprendre la différence de nature qui existe entre les statistiques administratives et les enquêtes en population générale pour les utiliser à bon escient. Par exemple, les sources policières sont forcément orientées. Pourquoi? Diffusées annuellement, depuis 1972 en France en tout cas. Ces statistiques sont publiées mensuellement depuis 2002 par le ministère de l'Intérieur et depuis 2004 par l'Observatoire national de la délinquance. Elles fournissent 4 types d'informations. Retenez bien ça. Les faits constatés, les faits élucidés, les personnes mises en cause, et enfin les indicateurs répressifs. À cet égard, magnifique schéma qu'on va distinguer, mais encore faut-il bien voir de quoi il s'agit. Les faits constatés, ce sont les procès-verbaux dressés par des fonctionnaires, à la suite des plaintes des victimes ou de leurs propres constatations. Flagrant délit par exemple, opération de police judiciaire, donc avec lequel il y aura une constatation immédiate. Ce sont des faits constatés, qui sont généralement appelés chiffres de la délinquance dans le débat public qui est à 4001, peu importe. Donc là, finalement, c'est ce que la police connaît. Voilà, il faut résumer ça comme ça. Ce que la police connaît, ce sont les informations qui sont rapportées et connues de la police, des services de police. Vous imaginez immédiatement, après avoir dit ça, qu'il y a plein de faits qui ne sont pas connus de la police. De la police. Toi, dès que tu as un problème, tu vas à la police? Dès que tu vas, donc, tu as un problème avec ta femme, tu vas à la police? Bon, est-ce que tu as une femme? Déjà. Voilà. Quand je sais pas moi, t'as pas d'argent et puis que tu chippes dans je sais pas moi, tu chippes, c'est un vol dans le porte-monnaie de ta maman, de ton camarade de jeu, ça te prend 10 € pour manger. Tu vas à la police? Mais genre que vous ayez une femme, là, il y en a dans l'assistante qui était présente autrefois qui ont été violées. Voilà, je croyais qu'elle, je allée voir la police pour dire ah, j'ai été violée, coucou, c'est moi, etc. Peut-être pas. Bref, il y a plein de cas dans lesquels l'information ne parvient pas à la police. Et pourtant, on fait des statistiques nationales basées sur les sources policières, qui seront officiellement reconnues donc, pour tel. Oui, donc c'est... Sans compter les... Voilà. Chiffre noir. Le chiffre noir, c'est le chiffre de la délinquance inconnue. Il n'est pas donc relayé par les services policiers. Ça c'est clair. Faits élucidés, deuxièmement, la majorité des faits constatés sont déclarés par les victimes et ne sont pas élucidés. Il faut quand même le dire. Hein. Ça c'est pas politiquement correct de dire un truc pareil. Mais on n'est pas dans la politique, on est dans la technique et la science et l'éducation. Donc la victime ignore l'identité de l'auteur et la police ne la retrouvera jamais. C'est ça que ça veut dire. Un fait non élucidé. En revanche, les agressions sont davantage élucidées parce que la victime dénonce le plus souvent un auteur qu'elle connaît. Enfin, les fonctionnaires sont assurés de réaliser 100% de l'élucidation quand il s'agit donc de flagrant délit. C'est le cas de l'étranger en situation irrégulière ou de l'usager de drogue. Vous suivez? Donc, il y a des cas dans lesquels, c'est vrai, la révélation de l'infraction est facilitée ou plus évidente. Bon. Mais on retiendra qu'après que les faits constatés
laisse un énorme chiffre noir supérieur aux faits constatés, eh bien, il existe désormais des faits non élucidés qui sont plus importants que des faits élucidés. Troisièmement, les personnes mises en cause. Élucider une affaire signifie avoir réuni un faisceau de preuves suffisant. Ah oui, parce que la procédure, il faut quand même prouver ce qu'on est. Donc, et la preuve incombe quand même au ministère public, donc aux autorités officielles de police, de l'État, de la justice, pour évidemment amener quelqu'un devant ses responsabilités. Et donc, un faisceau de preuves suffisant pour clore la procédure et la transmettre à la justice. Après les faits, la statistique de police et de gendarmerie compte ainsi des personnes mises en cause et donne 3 précisions démographiques: leur sexe, leur statut de mineur ou de majeur, et leur nationalité française ou étrangère. Donc les personnes mises en cause, ce ne sont pas des personnes qui vont nécessairement être condamnées. Ce ne sont pas des personnes qui rentreront peut-être dans les statistiques justement de la délinquance parce qu'elles n'appartiennent pas à une infraction consommée, prouvée et donc enregistrée comme telle. Ainsi donc, même dans les statistiques officielles, dont on sait déjà qu'elles ne représentent pas la majorité des faits réels de délinquance en France, il y a aussi donc des mises en cause qui feront partie des chiffres de la procédure, mais qui ne sont pas donc des délinquants ou des criminels ou des infracteurs avérés parce qu'ils n'ont pas été jugés, ils ont juste été mis en cause. Ainsi, lorsque Nicolas Sarkozy se présente donc pour une garde à vue de 48 heures devant donc les... ça c'est quelque chose qui doit quand même vous intéresser en tant qu'étranger, en disant qu'un ancien président de la République peut être chez nous, une fois qu'il a, voilà, il a perdu son statut de président, bien entendu, donc son immunité présidentielle, être traité, mais vraiment comme un n'importe quel citoyen, et voilà, être mis 48 heures en garde à vue, je ne sais pas si vous voyez, c'est que, vu son statut, ça veut dire qu'il est resté aussi en garde à vue et en cellule de détention pendant une soirée, pendant une nuit. Oui, vous imaginez ce que c'est quand même. Et donc, c'est pas rien quand même quand on fait ça. Et quand on fait ça, c'est qu'on, excusez-moi, c'est qu'on a quand même des éléments. Voilà, c'est on va se permettre quand même de la jouer Jean 1. Il y a quand même des choses sur lesquelles on va pouvoir travailler, sinon on ne le ferait pas. Mais peu importe, présumé innocent, il n'y a pas de souci là-dessus. L'idée générale, c'est que eh bien, il est mis en cause, jusqu'à preuve du contraire. Là, il est mis en examen, mais donc pour l'instant, il est mis en cause. C'est-à-dire qu'il est quelque part visé par la procédure, mis en cause, il est à la cause ou dans la cause de l'infraction qu'on pourrait lui reprocher, d'où mise en examen, mais il n'est pas encore jugé, il n'est pas encore condamné, il n'est pas encore enregistré dans les statistiques comme étant blablabla. Blablabla. Donc, qui dit présumé innocent, même mise en cause, il va rentrer dans les statistiques policières. Alors quoi? Est-ce que c'est donc, quand on va dire à l'arrivée en disant oh oui, donc il y a eu, je sais pas, 15% de délits, dont le fameux délit de trafic d'influence, imaginons, le concernant dans cette mise en examen, alors on va dire, bah donc, il y a donc 13% par exemple de trafic d'influence. Ah oui, mais 13% de trafic d'influence, faudra-t-il regarder, est-ce que la personne a été réellement jugée, condamnée, ou a-t-elle été juste mise en cause, auquel cas elle reste, jusqu'à preuve du contraire, présumée innocente? Alors quoi? On comptabilise des délinquants qui sont en fait présumés innocents? Vous me suivez? Pour certains d'entre eux. Les indicateurs répressifs, enfin, je finis là-dessus, les policiers et les gendarmes comptent enfin le nombre de gardes à vue qu'ils ont réalisés ainsi que le nombre de personnes écrouées, c'est-à-dire placées en détention provisoire à l'issue de leur première présentation devant le juge. Ce dernier chiffre n'est pas totalement fiable car l'information n'est pas toujours saisie. Bref, vous comprenez que les sources statistiques de la délinquance ne sont pas forcément les plus fiables. Et si on regarde le petit parcours, vous voyez, donc la victime, il y a eu une infraction. On va commencer effectivement, donc là, totalement à gauche du schéma, infraction. Oui, petit schéma, infraction. Bon, infraction totalement à gauche. Bon. D'abord, il y a une propension à se plaindre. Il se peut que la victime ne dépose pas plainte, donc déjà vous n'avez pas l'information. Ensuite, la victime dépose plainte, c'est très bien, mais il faut qu'il y ait, deuxième temps, même si elle dépose plainte, une vraie interaction entre la victime et la police. Parce que la victime va vraiment prendre sa plainte, et si elle la prend, parce que c'est quand même le plus souvent le cas, eh bien, est-ce qu'elle va vraiment traiter le dossier? Elle ne va pas ranger la feuille dans un placard, et puis c'est fini. Donc la plainte peut ne pas être prise en compte. Boum.
À la suite de quoi, donc il y a un procès verbal d'infraction. Bon, très bien. Donc ça va rentrer dans la statistique crimes et délits si vraiment il y a un procès verbal. Mais si on en revient à l'infraction, l'activité policière, vous voyez, infraction constatée par les services de police, oui, ça arrive, tant mieux, avec le procès verbal qu'il y avait avec. Mais attention, il se peut qu'après la suite de ce procès verbal, pouf, l'affaire n'est pas lucidée. Et voilà, c'est fini. On n'a pas donc, effectivement le résultat qu'on aurait souhaité. Si l'affaire était lucidée, alors une personne est mise en cause, très bien, mais ça, cette mise en cause, on vient de le dire, elle a intégré donc dans les statistiques personne mise en cause de la police, donc de la délinquance, ça pose un souci. L'affaire ensuite est transmise à la justice, bon, très bien, et là on a les statistiques des personnes mises en cause par la justice cette fois-ci, donc mise en examen en l'occurrence. Et puis là, il se peut que l'affaire soit classée. Je vous l'ai déjà dit, dans les plaintes pour agression sexuelle en France, il n'y a que 5% des personnes qui sont condamnées. C'est-à-dire que 95% sont classées. Après, on parlera de statistiques de la délinquance. Voilà, c'est tout pour manque de preuves, par manque peut-être de fiabilité. Peut-être que je ne dis pas qu'à chaque fois la victime ment ou a posé un problème, elle a inventé une histoire, mais quand même, dans les 95%, il y a quand même une proportion de réalité qui n'a pas été jugée, sans aucun doute. Bon, donc ça pose un problème. Et ensuite, dans le procès, il se peut qu'il y ait un non-lieu. Un non-lieu, ça veut dire qu'on considère qu'il n'y a pas assez d'éléments pour pouvoir condamner la personne. Du coup, vous avez dit, voilà, bonsoir, il n'y a pas lieu à poursuivre, il n'y a pas lieu à condamner, non-lieu. Et néanmoins, il y a des cas dans lesquels il y a une condamnation. Vous voyez qu'il y a, même dans les différents parcours de la procédure, il y a vraiment des échappatoires. Voilà, pas de plainte, ou du moins on ne prend pas la plainte. Alors pas de plainte parce qu'on ne veut pas porter plainte. On porte plainte, mais on la range dans un placard. Ensuite, on la met en cause, mais ça rend les statistiques et c'est uniquement mise en cause. Ensuite, effectivement, l'affaire n'est pas lucidée. Bon, on laisse tomber, ça ne va même pas jusqu'à la justice. Elle est transmise à la justice, l'affaire est classée, elle arrive en procès, elle peut être effectivement faire l'objet d'un non-lieu. Bon, donc ça fait plein d'éléments qui fait que la délinquance va être largement sous-estimée au gré de cette procédure. Et comment ça se fait que l'affaire ne sera pas élucidée? C'est quoi les... Vous savez, il y a plusieurs choses. D'abord, peut-être parce qu'on n'a pas les moyens de poursuivre. Je veux dire, on a mis un cas de figure et donc on n'a pas les moyens d'eux. Enfin, c'est pas si fréquent que ça, c'est plutôt parce qu'on n'a pas d'informations. Regardez par exemple l'affaire il y a une affaire qui me vient tout à l'esprit à cet égard, c'est l'affaire Chevaline. C'est une affaire où on a retrouvé 3-4 personnes dans une voiture, elles ont toutes été assassinées, dans une forme d'exécution. Et on avait un survivant qui était la plus petite fille, qui était recroquevillée à l'arrière du véhicule, entre le passager et le siège avant. Elle était restée plusieurs heures finalement sans que personne ne sache qu'elle était là, parce qu'elle avait eu tellement peur qu'elle disait que peut-être l'agresseur va revenir. Donc elle restait comme ça pendant des heures et des heures en attendant qu'on vienne la sauver. Et cette affaire-là, on a pourtant des preuves, on a des balles, on a des machins, on a des victimes, ça n'avance pas. Donc le nombre d'affaires, ne serait-ce que les disparitions, voilà, les disparitions. Dans les disparitions, il y a des adultes qui disparaissent, mais je ne sais pas s'ils sont suicidés, je ne sais pas s'ils sont fugués, je ne sais pas s'ils sont partis à l'étranger, et puis certains ont été kidnappés et ont été tués. Donc il y a une proportion là-dedans qui sera toujours un chiffre noir. Donc on est élucidé rien que pour ça. On est élucidé parce que c'est le crime presque parfait, il n'y a pas de preuve. On est élucidé parce qu'on s'est trompé, on pensait que c'était un suicide alors que c'est un crime. Un crime maquillé en suicide, ou un accident, un vol qui est mal tourné. Voilà, les apparences sont trompeuses. Et quand est-ce que la plainte ne sera pas présentement? Parce qu'elle n'est pas fondée. On a vu un exemple il n'y a pas longtemps, par exemple, il y a prescription. Là, il y a prescription, c'est-à-dire que la personne, elle a fait une première plainte, imaginons, elle a laissé courir le temps après cette première plainte, qui a déjà été classée peut-être, et puis elle refait plainte pour les mêmes faits. On va lui dire, non seulement ça a déjà été traité, ça a été classé, mais en plus, le temps a passé, il y a prescription, donc ça n'a pas de sens, on ne peut pas vous prendre cette plainte-là. Parfois, c'est des plaintes dont la gravité n'est pas suffisante, au sens où, par exemple, pour faire une plainte, il faut quand même que ce soit un délit, que ce soit un truc assez grave. Si c'est une contravention, d'accord, on pourra bien sûr s'en plaindre, mais dans ce cas-là, on va essayer de la jouer devant un tribunal d'instance, une juridiction en tout cas beaucoup moins plus compétente sur ces choses-là. Donc, comme les affaires civiles, par exemple, les affaires de logement, les affaires
voilà, qui ne dépasse pas un certain montant de préjudice. Voilà, on ne passe pas par la plainte, mais plutôt par un signalement, une dénonciation, quelque chose qui fait qu'à un moment donné, ce sera traité dans un tribunal sans plainte. Ça peut aussi, on ne prend pas la plainte, je dois le reconnaître, hein, aujourd'hui on ne peut pas normalement, quand on porte plainte, la refuser. Et pourtant j'ai vu dans différentes situations, il n'y a pas si longtemps que cela, j'ose espérer que ça a changé, mais moi-même je l'ai pu le constater et j'en entends encore aujourd'hui, des policiers gendarmes qui ne prennent pas la plainte, qui préfèrent dire non, pour cette affaire-là, allez plutôt voir la police municipale pour faire une main courante. Alors qu'en fait ce sont des cas qui relèvent tout simplement parce qu'ils sont débordés. La plupart du temps, c'est ça, ils sont débordés par des petites choses et ils ne veulent pas traiter ces petites choses-là. Voilà, ils veulent pouvoir en rester à ce qu'ils peuvent faire. Voilà, il est au chaud, mais aussi parce qu'ils ne peuvent pas déborder, ils manquent de moyens. Donc ils disent, on est obligé de toute façon, sinon l'État va s'accumuler, on ne pourra jamais de toute façon les traiter. Donc autant les éliminer tout de suite d'abord et puis on traitera ce qu'on pourra. Voilà. Donc ça peut arriver aussi, même si c'est difficile à dire, ça doit arriver aussi. Ça peut arriver aussi. On est filé aussi par l'incompétence des policiers et des gendarmes. C'est très rare, bien sûr. Parce que la plupart du temps, les policiers et les gendarmes sont évidemment dévoués, évidemment, bien formés, etc. Mais vous pouvez tomber sur un manquement quelconque, une négligence, une insuffisance quelque part. Ou alors, ils n'ont pas accès à la preuve. C'est-à-dire que même sur un cambriolage, vous savez, lorsqu'on met des moyens tels que l'ADN, par exemple, en œuvre, ça coûte. Il y a des moyens financiers, donc il faut lancer une démarche ADN. Il n'y a pas le financement qui va avec. Donc vous êtes obligé de rester à vos petites constatations, arriver sur place, et finalement ça ne vous aide pas parce que vous ne pouvez pas identifier quelqu'un si vous n'avez pas l'ADN. Vous n'êtes pas élucidé rien que pour ça. Par contre, il y a des guerres de service. Même si c'est plus ancien, ça peut exister encore, j'imagine. Le fait qu'à un moment donné, un dossier il y a une petite guerre de clans, une petite guerre de chefs, une petite guerre de querelles de personnes parfois, qui fait qu'à un moment donné, ils ont l'affaire, mais ils retiennent des informations qui ne partagent pas avec d'autres services, qui permettraient d'avancer sur ces dossiers-là, puis au bout du compte, à garder leurs informations d'un côté, ils n'ont pas ces informations des deux côtés pour pouvoir les élucider. Tout est possible. Ça va ? Ouais. Allez, pause, déjeuner désormais. Et on se retrouve à 14h42, c'est-à-dire 15h maximum. Ça va ? Oui, allô ?